Nous sommes ici au début de l'exposition et nous annonçons, si je puis dire, la couleur et la volonté dès la première ligne du texte. L'Afrique a une histoire. C'est l'objet de l'exposition, c'est de montrer à travers des objets, de beaux objets, qui sont autant d'indices, à quel point l'histoire de l'Afrique est ancienne et à quel point aussi on sait par l'ensemble des communications que l'Afrique subsaharienne essentiellement a eu avec le reste du monde, ces relations internationales et interafricaines ont eu de l'importance. L'idée de cette exposition est née de la rencontre de la commissaire Gaëlle Beaujean du musée du Quai Branly, qui avait lu un petit livre un peu grand public que je venais de publier. Il s'appelle Petite histoire de l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours, et qui entendait faire connaître à un public cultivé, mais non pas spécialiste, un petit peu tout ce que j'avais rassemblé comme savoir au cours de ma profession sur la question, de façon à la faire connaître. Alors elle l'a lu et elle a dit ben, c'est une très bonne idée d'exposition, je voudrais faire une exposition là-dessus. Nous avons travaillé énormément ensemble. Évidemment, tout ce qui relève de l'image, c'était Gaëlle Beaujean. Mais elle me demandait toujours mon avis, et puis quelquefois nous divergions, nous discutions. Et ce qui relevait des textes, et disons plus exactement de l'exactitude des textes par rapport à l'histoire, relevait de ma responsabilité. Et puis au cours des temps, comme nous avons beaucoup travaillé ensemble, je suis devenue commissaire associé, ce qui était tout à fait gentil de sa part. L'exposition est composée d'un certain nombre de séquences. La première séquence, ce sont les moyens de transport, parce que pour circuler, il faut des moyens de transport. Les moyens de transport, ça a été en particulier en Afrique de l'Ouest, mais aussi ailleurs, le cheval. On a l'exemple d'un très beau cavalier Dogon du XVIe siècle qui est exposé ici. Et puis, évidemment, à partir du 1er siècle, introduit par les Romains, le dromadaire. Le fait que ce désert soit franchissable par des dromadaires a complètement transformé les relations entre le nord et le sud, et ce depuis le tout début de notre ère. Alors chaque thématique est séparée par un tableau à la fois chronologique qui rappelle la circulation des hommes. Qui dit transport, communication, dit étape, évidemment, marché, commerce. Et donc, de tout temps, il y a eu des villes en Afrique subsaharienne, et nous en avons des traces archéologiques importantes. Une des plus anciennes, c'est la civilisation de Nok, qui est au Nigeria. Il y a chaque fois des cartes qui nous rappellent exactement où cela se trouve. Nok, c'est avant notre ère, et ce sont des terres cuites d'une très grande beauté. Nous passons ensuite à une séquence sur tous les produits qui ont circulé entre l'Afrique et le reste du monde. Le premier, les plus anciens, très important, ça a été le sel. Ceci concerne en particulier l'Afrique occidentale. L'Afrique au sud du Sahara n'a pas de légumineuses, donc pas de sel dans l'alimentation normale. Le sel est indispensable à la survie des êtres humains, et par conséquent le sel, il fallait le trouver quelque part. Évidemment, c'était les salines du Sahara, les salines aussi autour des grands lacs en Afrique orientale. Alors, il y a aussi l'ivoire a énormément circulé. L'ivoire était pensé surtout venir de l'Inde. Or, bon, ils n'ont pas de chance. En Inde, il y a bien des éléphants, bien sûr, mais seuls les mâles ont des défenses, et ces défenses sont petites. Donc à partir du moment où vous avez un olifant ou un objet d'une certaine taille, on sait que c'est l'ivoire africain. Et ça a été d'ailleurs un des grands commerces entre l'Inde et l'Afrique orientale. Depuis avant le Xe siècle de notre ère, les Indiens allaient chercher l'ivoire en Afrique.
Alors les perles, c'est tout à fait fondamental. Aussi, c'est très très ancien. Ça a énormément circulé à travers toute l'Afrique. C'est venu d'Asie aussi, c'est venu d'Indonésie, de Chine, de l'Inde, c'est venu d'Égypte aussi. Les perles ont traversé le continent, on les retrouve dans l'ensemble de l'Afrique. Lorsque les Portugais sont arrivés au XVe siècle, ils ont compris que c'était quelque chose de très important. Disons que les perles avaient pour les chefs africains à l'époque à peu près la même importance que l'or en Occident. C'était une monnaie, c'était un signe de prestige, c'était un ornement. Bref, les perles, c'était fondamentaux. Et puis, quelque chose de très important que l'on trouve partout également, c'est la porcelaine chinoise, qui justement est des témoignages de l'ancienneté des contacts. Nous avons exposé là des assiettes chinoises que l'on a trouvées à Madagascar dans une époque lointaine. Autre produit d'échange important, les tissus. Alors on pense souvent que ce qu'on appelle le batik serait plus ou moins une invention des Occidentaux. En réalité, la technique du batik vient d'Indonésie. Elle est arrivée d'Indonésie en Afrique orientale au Xe siècle. Elle a traversé l'Afrique et on la retrouve en Afrique occidentale, on la retrouve partout. On a beaucoup travaillé sur l'origine des plantes. Beaucoup de plantes sont d'origine asiatique aussi, quelques-unes d'origine américaine et quelques-unes, comme par exemple le café, d'origine africaine. En tous les cas, toutes les plantes qui, disons pour simplifier, qui partaient d'Asie pour aller en Amérique sont passées par l'Afrique, et toutes les plantes qui partaient d'Amérique pour aller vers l'Asie sont aussi passées par l'Afrique. Les religions ont une expansion, une histoire aussi, une histoire très variée et très ancienne. Nous avons qualifié les religions, disons que les coloniaux appelaient animistes, religions du terroir. Elles ont toujours existé et elles continuent à exister en substrat. Mais les religions révélées, les religions du livre, elles sont aussi très importantes. Et nous avons plusieurs cartes animées, donc une carte animée sur les religions. On passe aux routes esthétiques. Nous avons essayé à travers plusieurs exemples les poteaux funéraires qui s'étendent de l'Indonésie à l'Afrique orientale, montrer la diffusion de cet art qui n'existe que dans cette partie du monde. Puis aussi la route des masques. On croit qu'il y a des masques partout en Afrique, mais en réalité il n'y a des masques que dans une zone linguistique et culturelle donnée, qu'on appelle cordofanienne. La colonisation, évidemment, où on montre toute une série d'éléments, où se trouve l'objet fétiche de l'exposition, qui est cette représentation baga du début du XXe siècle d'un colon qui s'en va sur un avion représenté par un pélican, emportant justement des statues de bois. Et c'est donc la route des objets. Cette route des objets, c'est essentiellement le 19e et le 20e siècle. Et nous finissons donc sur l'art commun. Vous avez par exemple ici deux objets assez monumentaux en fer forgé. Bien malin dira celui
qui est fait par un artiste occidental et celui qui est fait par un artiste africain. Ce que je disais tout à l'heure, l'art est devenu, l'art africain fait partie de l'art du monde. Il a toujours fait partie de l'art du monde d'ailleurs, mais on refusait cette idée. L'exposition se termine par une œuvre emblématique, le radeau de la Méduse. Alors, le radeau de la Méduse est une histoire bien connue des Français. C'est un bateau qui a fait naufrage au large de la Mauritanie en 1816. Et sur un radeau sont montés toute une série de naufragés parce qu'il n'y avait pas assez de chaloupes. Le radeau a dérivé tout seul. Il y a eu 8 survivants qui n'avaient survécu qu'en se livrant à un peu d'anthropophagie sur leurs camarades morts, ce qui est aussi un clin d'œil. Les Occidentaux racontant que les Africains étaient anthropophages, mais là, c'était les Européens qui ont été d'ailleurs rescapés par des Sénégalais et ramenés sur la côte par des Africains. Et la dernière œuvre est une installation de Kader Atia, qui est un artiste franco-algérien, œuvre dure, qui mettent en regard, ça s'appelle les réparations, et cela met en regard les objets cassés, les objets brisés et les gueules cassées de la guerre de 14. Donc il y a un petit panneau qui indique qu'il ne faut mieux pas que les enfants le regardent, parce que c'est vrai que c'est dur à regarder. Je dois dire que j'ai du mal à le regarder moi-même. Il y a des beaux objets, mais de temps en temps, il y a vraiment beaucoup de gueules cassées. Mais l'histoire africaine n'a pas été une histoire tendre. Et donc, c'est un peu l'expression de la volonté de Kader Atia en fin d'exposition. Voilà la totalité.